Un soir, je suis assis sur le lit dans ma chambre d'hôtel sur Bunker Hill, en plein cœur de Los Angeles. C'est un soir important dans ma vie, parce qu'il faut que je prenne une décision pour l'hôtel. Ou bien je paie ce que je dois, ou bien je débarrasse le plancher. C'est ce que dit la note que la taulière a glissée sous ma porte. Gros problème, ça, qui mérite la plus haute attention. Je le résous en éteignant la lumière et en allant me coucher. Le matin, je me réveille, décide que je devrais faire plus d'exercices, et je m'y mets tout de suite. Je fais plusieurs exercices d'assouplissement. Après ça, je me lave les dents. Qu'est-ce que je vois? Du rose sur la brosse, et un goût de sang. Ça me rappelle les réclames, et je décide de sortir, boire un petit café. Je descends au restaurant où je vais toujours. Au restaurant, je m'assois sur le tabouret devant le long comptoir et je commande un café. Il en a plus ou moins le goût, mais vaut quand même pas la thune. Je reste là à fumer une cigarette, et puis une autre. À la suite de quoi, je descends la rue en direction d'Angel's Flight en me demandant ce que je vais bien pouvoir faire de cette journée. Mais il n'y a rien à faire. Alors je décide de me balader en ville. En descendant Olive Street, je passe devant un méchant immeuble jaune, encore humide comme un buvard, du brouillard de la veille. Et ça me fait repenser à mes amis Etty et Carrie, qui sont de Détroit et ont habité là. Je me souviens de la nuit où Carrie a fichu une trempe à Etty parce qu'elle allait avoir un bébé et lui, il n'en voulait pas. Mais ils ont eu le môme quand même, et puis c'est tout. Et je me rappelle comment c'était à l'intérieur, comment l'appartement sentait la souris et la poussière. Et je revois les petites vieilles, assises dans le hall, quand il faisait chaud l'après-midi, et puis la vieille dame qui avait de si jolies jambes, et puis le liftier, un homme brisé qui venait de Milwaukee, et qui semblait toujours ricaner chaque fois qu'on demandait son étage, comme si c'était tellement idiot de choisir justement cet étage. Le liftier, qui avait toujours un plateau de sandwich dans l'ascenseur et un roman feuilleton à 4 sous. Mais je continue sur Olive à descendre la butte, passer les horribles bicoques en bois qui suintent le crime et le fait divers, et toujours sur Olive jusqu'au Philharmonic Auditorium. Et ça me rappelle la fois où j'y suis allé avec Helen voir les chœurs, les Cosaques du Don, et ce que j'avais pu m'embêter à ce truc-là. Même qu'on s'était disputé à cause de ça. Et je me rappelle ce qu'Helen portait ce jour-là, une robe blanche, même que j'en avais les reins qui chantaient, rien que de la toucher. Oh, cette Helen. Mais bon, pas maintenant. Et me voilà en face du Biltmore Hotel, à marcher le long de la file de taxis jaunes. Tous les chauffeurs roupillent au volant, sauf celui en tête de file, près de l'entrée. Des vraies mines de renseignements, ces mecs-là. Je me souviens de la fois où Ross et moi, on s'est fait refiler une adresse par un de ces types-là, et de la façon salace qu'il avait de nous regarder tout en nous conduisant sur Temple Street. Justement Temple Street, je vous demande un peu. Et effectivement, qu'est-ce qu'on voit arriver là-bas? De mocheté, je ne vous dis que ça. Ross, lui, il a été jusqu'au bout. Moi, je suis resté dans le salon à jouer des disques sur le phonographe, tout seul avec ma trouille. Je croise le portier du Biltmore, et aussitôt, c'est la haine, immédiatement. Lui avec ses passements jaunes et son 1,80 m, et toute cette dignité à la manque. Et voilà qu'une automobile noire s'approche du trottoir et qu'un homme en descend. L'air riche, le type. Et puis, une femme descend à sa suite. Et elle est belle. Du renard argenté comme fourrure, une vraie chanson qui passe là sur le trottoir et disparaît à travers la porte battante. Et c'est là que je me dis, oh boy, dis donc, si seulement tu pouvais t'offrir ça. Rien qu'un tout petit peu, rien qu'une journée et une nuit. Un rêve qu'elle était. Un rêve que je faisais en marchant, et son parfum était encore dans l'air humide du matin. Ensuite, je reste piqué pas mal de temps devant une boutique d'articles de fumeurs, à regarder la devanture. Et le monde disparaît autour de moi. Il n'y a plus que 7 vitrines pleines de pipes, et moi devant à les fumer toutes. Je me vois déjà grand auteur, très chic avec ma pipe de bruyère importée d'Italie, et ma canne,
en train de descendre d'une grosse voiture noire, et elle est là aussi, pas peu fière de moi, la femme au renard. On signe le registre et on prend un cocktail et on danse un moment. Après ça, on reprend un cocktail et là, je lui récite des vers tirés du sanskrit. Et la vie est belle, d'autant plus qu'il ne se passe pas 2 minutes sans qu'une beauté me reconnaisse, moi, le grand auteur. Et rien à faire, il faut absolument que je leur signe leur menu. Et la fille au renard est drôlement jalouse. Los Angeles, donne-toi un peu à moi. Los Angeles, viens à moi, comme je suis venu à toi. Les pieds sur tes rues, ma jolie ville. Je t'ai tant aimé. Triste fleur dans le sable, ma jolie ville. Un jour, et un autre, et celui d'avant. Toujours la bibliothèque avec les caïds sur les étagères, ce vieux Dreiser, ce vieux Mencken. J'allais leur rendre visite tous tant qu'ils étaient. Salut Dreiser, salut Mencken, salut, salut. Il y a une place pour moi aussi sur les étagères, et ça commence par B. Arturo Bandini, dans les baies. Allez, dégagez un peu dans les baies. Un peu de place pour Arturo Bandini, un peu de place pour son livre. Mais la taulière continuait de m'écrire ses petites notes. Elle avait les cheveux tout blancs, elle était de Bridgeport, dans le Connecticut. Son mari était mort et elle était seule au monde et ne faisait confiance à personne, pouvait pas se le permettre, qu'elle disait. Elle me disait aussi qu'il allait falloir régler la note. C'était plus une note, c'était carrément la dette nationale, alors il fallait payer ou débarrasser le plancher. Jusqu'au dernier sou. 5 semaines en retard, ça faisait $20. Et si je payais pas, elle me confisquerait mes malles. Sauf que j'avais pas de malles, juste une valise. Et encore, en carton bouilli qu'elle était la valise. Sans même une courroie pour la tenir. Parce que la courroie, je l'avais autour du ventre pour retenir mon pantalon. Même que c'était pas bien foulant vu qu'il restait plus grand chose dans mon pantalon. Un jour, une belle lettre est arrivée. Oh, des lettres, j'en recevais plein, mais pas des aussi belles que celle-ci. Elle est arrivée dans le courrier du matin et elle disait, en parlant du petit chien qui riait, qu'il avait lu Le petit chien qui riait, et que ça lui avait plu. Il disait comme ça, « Monsieur Bandini, si j'ai jamais vu un génie, c'est bien vous. » Leonardo qu'il s'appelait, un grand critique italien, sauf qu'il ne travaillait pas comme critique. Juste un bonhomme en Virginie. N'empêche que quand il est mort, on a perdu un grand homme et un grand critique. Parce qu'il était déjà mort quand ma lettre est arrivée en Virginie. Par avion. Et c'est sa sœur qui m'a renvoyé ma lettre. Elle aussi, sa lettre était belle. Et, comme critique, elle en connaissait aussi un rayon. Elle m'apprenait que Leonardo était mort de la tuberculose, mais que jusqu'à la fin, il était resté heureux. Une des dernières choses qu'il a faites, c'est de s'asseoir dans son lit pour m'écrire au sujet du petit chien qui riait. Un rêve à bout de vie, donc, mais très important, en ce qui me concerne. Leonardo, même mort et enterré, est un saint au ciel, égal à n'importe lequel des 12 apôtres. Oh, ce que je n'aurais pas donné pour une petite Mexicaine. J'y pensais sans arrêt à ma Mexicaine. J'en avais pas, mais les rues en étaient pleines. Sur la Plaza et à Chinatown, on marchait dessus tellement il y en avait. Et dans mon idée, elles étaient toutes à moi. Celle-ci, celle-là. Et un beau jour, un autre chèque arriverait, et ce serait un fait accompli. Jusque-là, ça coûtait rien de regarder. Et je ne m'en privais pas. Toutes, tant qu'elles étaient, princesse aztèque, Maya, fille de péonne au Grand Central Market et à l'église de Notre-Dame. J'allais même à la messe pour les regarder. C'était peut-être sacrilège comme conduite, mais c'était mieux que de ne pas aller à la messe du tout. Et quand j'écrivais chez moi dans le Colorado, au moins je pouvais écrire la vérité à ma mère. Chère maman, dimanche dernier, j'ai été à la messe. Au Grand Central Market, je me cognais dans les princesses, comme ça, exprès, par accident. Ça me donnait l'occasion de leur parler. Je leur faisais un sourire et des excuses à toutes ces belles filles, si heureuses qu'on se comporte en gentleman avec elles. Et moi donc, si j'étais pas heureux rien que de les toucher,
de ramener le souvenir jusqu'à ma chambre où ma machine restait là, à ramasser la poussière, et où m'attendait Pedro, le souriceau, au fond de son trou. Tout le temps que je passais à rêver ou à gamberger, Pedro me regardait de ses petits yeux noirs. Pedro le souriceau. Bon bougre pour une souris, mais jamais domestiqué. Toujours refusé de se laisser cajoler ou de faire ses besoins là où il faut. « Chère maman », j'écrivais comme ça au Colorado, « Chère maman, pas d'erreur, ça commence à marcher. Un important directeur de publication est passé en ville, et j'ai déjeuné avec lui et nous avons signé un contrat pour un certain nombre de nouvelles. Mais je t'épargne les détails, ma chère maman, je sais bien que la littérature ne t'intéresse pas, papa non plus d'ailleurs, je le sais bien. Mais en un mot commençant, tout ça se ramène à un contrat épatant pour moi. L'ennui, c'est qu'il ne commence à prendre effet que dans 2 mois. Alors si tu pouvais m'envoyer $10, maman, ou même 5, maman chérie, ça m'arrangerait beaucoup parce que mon bonhomme, je te dirai bien son nom, mais je sais que ces choses-là ne t'intéressent pas, est prêt à me faire démarrer sur le plus grand projet qu'il aura. Chère maman par-ci, cher Ackmouth par-là. À eux deux, ils recevaient toutes mes lettres, pratiquement tout mon courrier. Sacré Ackmouth, toujours là avec son œil froncé et sa raie au milieu. Le grand Ackmouth, une plume comme une épée. J'avais sa photo sur mon mur, dédicacée. Sa signature, on aurait dit du chinois. « Salut, Ackmouth », que je disais. « Mince, ce que t'écris bien tout de même. » Et quand les vaches maigres se sont amenées, les lettres qu'Ackmouth recevait de moi se sont faites nettement plus longues. « Mon Dieu, monsieur Ackmouth, ça ne va pas du tout, mais alors pas du tout. J'ai perdu tout mon allant et je n'arrive plus à écrire. Pensez-vous, monsieur Ackmouth, que le climat d'ici pourrait y être pour quelque chose? Votre avis, je vous prie. Et pensez-vous, monsieur Ackmouth, que j'écris aussi bien que William Faulkner? Répondez-moi sur ce point. Et pensez-vous, monsieur Ackmouth, que le sexe a quelque chose à y voir? Je vous demande ça, monsieur Ackmouth, parce que... Et je disais tout à Ackmouth. Je lui parlais de la blonde que j'avais rencontrée dans le square. Je lui disais comment je m'y étais pris, comment j'avais tombé la blonde. Je lui racontais le fond de l'histoire, à part que c'était pas vrai, rien qu'un éhonté mensonge, mais c'était au moins quelque chose. C'était écrire, c'était rester en contact avec les grands de ce monde. Et en plus, il répondait toujours. Pour ça, il était épatant, mince. Il répondait aussitôt, le grand homme. Il prêtait l'oreille au tracas de l'homme de talent. Des lettres d'Ackmouth, personne n'en recevait autant que moi. Je les sortais souvent pour les lire, et les relire, et les embrasser. Les larmes aux yeux, je me plantais devant le portrait d'Ackmouth, et je l'assurais que cette fois-ci, il avait choisi le bon numéro. Un grand, même. Un Bandini, Arturo Bandini. Moi qui vous cause.